Cher Bernard-Henri Lévy, je vous remercie de votre présence à laquelle nous sommes tous très sensibles. Nous avons mis au centre de notre congrès cette notion bien complexe qu'est le réel. Le réel dans ses expressions les plus actuelles. Le réel, au XXe siècle, on pouvait le penser localisé dans la nature, et les hommes avaient appris à faire avec les imprévus, les catastrophes, la part d'erreur du prévisible de la nature, comme celui de l'imprévisible de la nature humaine. Le chaos du milieu du siècle passé nous a montré que ce réel peut se déchaîner et se manifester hors les lois de la nature et celles des hommes. Au XXIe siècle, l'alliance d'une science sans limite et du capitalisme participe de ce grand désordre dans le réel et change le rapport entre les hommes, fait le lit du retour des exclusions et l'exaltation des particularismes, exposant toujours plus les hommes à l'arbitraire. Notre intérêt est vif à vous entendre, vous le philosophe et l'homme d'action engagé sur ces questions qui secouent le monde. Votre intervention va être écoutée avec la plus grande attention par tous nos collègues ici présents, quelques 1800 venant de partout, mais principalement d'Europe et d'Amérique latine. L'histoire de chacun de leurs pays les a marqués et ils sont attentifs à ce qui se passe chez eux comme dans le monde. Ils se sentent concernés par les mouvements inquiétants qui parcourent nos sociétés, elles plutôt passives. Ceux qui sont ici ont vu l'entretien vidéo que vous avez accordé à Anaëlle Lebovitz-Kénéen. Vous y tenez des propos très forts, propos dans lesquels nous pouvons nous reconnaître. Par exemple, quand vous soutenez que la seule manière de sortir des raies du réel, c'est par un acte, pas un calcul. Je retiendrai aussi cette notion qui m'est apparue si juste, celle de l'engluement. J'ai passé ma vie à me désengluer, dites-vous. Tel que vous l'énoncez, on le vit dans le corps. Le corps y est pris. C'est très présent d'ailleurs dans vos engagements. Nous vous savons homme d'action. Nous vous savons engagé dans des situations où il s'agit de faire face aux dérives des hommes, eux-mêmes aux prises avec un réel qui leur échappe. Dans le dernier courrier que je vous ai envoyé, je vous demandais de nous éclairer sur les actes que vous posez lors de vos interventions dans le monde, où vous n'engagez pas seulement votre pensée, mais aussi justement votre corps, votre vie. Je vous demandais de nous parler de ces batailles que vous menez pour défendre des valeurs auxquelles vous tenez et que nous partageons. Enfin, je vous demandais que vous nous fassiez passer un peu de cette force qui vous anime. Nous vous écoutons. Merci, professeur Briol. Salut à vous tous qui êtes dans cette salle et à ceux qui sont, m'a-t-on dit, dans les deux salles voisines. Je vais essayer de répondre à votre injonction et je vais essayer de le faire en prenant le mot qui vous réunit, ce mot de réel, au sens où j'espère, où je crois, vous l'entendez. Le réel tel qu'il se formule à travers le temps, à travers des variations, depuis sa première formulation en 1952 jusqu'à sa reformulation 20 ans plus tard, au moment
de l'invention des nœuds borroméens, la question du réel telle qu'elle se formule dans la doctrine lacanienne. Je le ferai d'abord par courtoisie, puisque je m'adresse à vous aujourd'hui, mais je le ferai aussi parce que ce nom-là, le nom du réel selon Lacan, m'importe. Il m'importe depuis toujours. Je pense, moi aussi, que dans l'aventure de pensée et de vie que je mène depuis presque maintenant 40 ans, les psychanalystes lacaniens, pléonasme à mes yeux, sont parmi mes plus sûrs alliés. Aux prises avec le réel, c'est le titre que vous avez indiqué pour cette séance. Le mot même de prise, si l'on entend par là l'idée qu'il revienne à l'intellectuel engagé que vous avez évoqué, d'appréhender le réel, de s'en emparer, d'y avoir prise ou de la raisonner, vous savez comme moi et mieux que moi que tout dans la doctrine lacanienne s'y oppose. Qu'est-ce que c'est que le réel ? C'est le résidu de l'interprétation des rêves, c'est le reste de l'analyse, ce qui s'y dérobe et que l'analyste n'atteint jamais. C'est ce dont il n'y a, à strictement parler, ni idée ni pensée. C'est, dira souvent Lacan, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il arrive à Lacan de jouer avec le mot de réel qui signifie tout autant, dans une homonymie troublante, le réel de la chose, res, et le non-réel du rien, le même mot dit Lacan. Comme quand il lui arrive de jouer avec le palindrome du Leer en allemand, dans la langue freudienne d'origine, qui veut dire le vide, le vacant, et puis le réel de la langue nouvelle de la psychanalyse après la guerre, le réel et le léer, le vide et la chose, qui, à strictement parler, se disent de la même manière. Et quand Lacan dit réel, vous le savez aussi, mieux que moi, quand Lacan dit réel, il puise à une inspiration, il puise le mot même et son concept à une inspiration très ancienne, qui fut l'une des inspirations de sa jeunesse surréaliste, l'époque où il côtoyait et où il pensait avec Georges Bataille, et son concept de réel à avoir avec ce que Bataille appelait l'impossible, l'innommable, le déchet, tout mot qu'on retrouvera littéralement dans la plupart des textes canoniques du docteur Lacan sur la question, le réel comme déchet, le réel comme trognon, le réel comme boue, le réel comme stigmate et l'impossibilité d'y introduire ou d'en faire ou d'en nouer un sens. Donc je crois qu'aux prises avec le réel, en tout cas pour un intellectuel qui a commencé de lire et de penser à travers les écrits de Lacan, ça ne peut pas vouloir dire nourrir l'ambition d'arraisonner, de se soumettre, d'embrasser un réel rebelle. Il y a une science de la réalité, dit Lacan, il le dit
à de nombreuses reprises. C'est même tout le propos du galiléisme. Mais la réalité, c'est pas le réel. C'est la leçon en particulier de radiophonie. Et s'il y a une science de la réalité, il n'y en a évidemment pas du réel. Alors cette intuition-là, cette idée comprise avec le réel, ça ne veut sûrement pas dire un écrivain, un intellectuel, un homme engagé à l'abordage du réel. C'est, je crois, l'intuition qui m'a guidé toute ma vie, en tout cas dans la part philosophique de mon travail. L'idée que le réel, c'est sûrement pas ce à quoi il faille donner un sens. C'est sûrement l'intuition première qui a présidé à ces engagements que le professeur Briol évoquait. Soit, par exemple, la question de la souffrance, du malaise, de l'impasse existentielle de chacun dans la civilisation ou dans la vie. J'ai toujours dit que la pire des choses, la plus néfaste des tentations, serait celle qui consisterait à donner un sens à ce qui n'en a pas. C'est l'erreur des théologies, c'est l'erreur des philosophies, c'est une erreur qui s'énonce soit votre petit paquet de souffrances qui vous semble insoutenable, irréfutable, impossible à porter, révoltant. Il y a un certain point, dans le monde ou hors du monde, que désigne impeccablement le théologien et le philosophe, à partir de quoi cette souffrance, ce mal, apparaîtra comme une ruse du bien, une ruse du monde, et paraîtra non plus comme ce scandale insoutenable, mais comme une figure d'une harmonie cachée avec laquelle elle conspire. Ça, c'est le geste des théologies, c'est le texte, c'est le geste des philosophies, c'est le geste qui consiste à donner un sens à ce qui n'en a pas, c'est-à-dire ce déchet du réel qu'est la misère, et c'est un geste auquel je me suis toujours refusé à procéder depuis mes tout premiers textes, il y a maintenant 35 ou 40 ans, en particulier la barbarie à visage humain. Lorsque je tentais une critique du progressisme ou lorsque je tentais de poser quelques pierres d'angle d'un pessimisme historique conséquent, c'est ça que je voulais dire. Gare à la tentation de donner un sens à ce qui n'en a pas. Soit la question de l'horreur, et en particulier l'horreur concentrationnaire, à l'ombre de laquelle il a été donné à ma génération de commencer de penser. Là encore, il y a des philosophes, il y a des théologiens, c'est même le propre de la conception philosophique et théologique du monde que de donner un sens à tout ça, d'expliquer, de concaténer dans une chaîne bien nouée de raisons. Il y a toute une tentation, tout un effort gigantesque, une bibliothèque colossale qui, depuis Auschwitz et depuis la Colima, depuis la naissance du Goulag, a consisté, là aussi, à tenter de produire une science de l'horreur, une science du phénomène concentrationnaire. Je suis de ceux, avec d'autres intellectuels français, d'autres intellectuels européens, dont tout l'effort a consisté à dire ne pas répondre à la question du pourquoi, ne pas entrer dans l'ordre des raisons, et ne pas y entrer car il n'y aurait qu'un pas entre la question du pourquoi et une réponse qui dirait
que ces horreurs, ces abominations s'expliquent si bien qu'elles s'excusent, qu'elles font presque partie de l'ordre du monde et qu'elles apparaissent comme des phénomènes presque naturels. Sur la question des camps nazis, l'immense mérite revient à Claude Lanzmann d'avoir rendu compte de cela, d'avoir approché ce réel-là sans tenter d'y avoir prise, sans en produire un savoir, une pensée ou une science. Et il revint de la même manière et à peu près au même moment à un écrivain russe, Alexandre Solzhenitsyn, de risquer le même geste à propos du phénomène concentrationnaire soviétique dont il portait les stigmates dans sa chair et auquel, de la même manière, il s'est refusé avec une obstination proprement dantesque de produire une science sur quoi il s'est interdit de tenter une prise. La grandeur de Lanzmann ou de Solzhenitsyn, la force de leurs écrits ou de leurs films, la force des témoignages qu'ils ont pu rassembler était que de ce réel-là, de ce déchet monstrueux du XXe siècle, il ne s'agissait en aucun cas de s'assurer une prise. Soit la question de ce qu'est en son cœur, en son nœud, le fascisme ou le totalitarisme en général. J'ai essayé de montrer, et je l'ai dit souvent, que probablement la plus économique et la plus juste de ces définitions était certainement cette volonté encore de donner un sens à ce qui n'en a pas, de transformer ce reste, ce résidu, ce déchet, cet innommable, cet impossible, ce mal, pour parler non pas comme Lacan, mais comme Bataille, en une maladie que l'on pourrait traiter et guérir. Je crois que la décision de traiter l'intraitable, la décision de soigner l'incurable, la décision de liquider ce reste qu'est le réel, elle est à l'origine de toutes ces entreprises que vous évoquiez, qui ont ensanglanté le XXe siècle et que l'on peut, pour aller vite, indexer du nom de fascisme. On pourrait le montrer de bien des façons. L'itinéraire, l'histoire personnelle et intellectuelle d'un Louis-Ferdinand Céline en serait à elle seule une illustration exemplaire. Le Céline parti d'un voyage au bout de la nuit d'un mal incurable, s'avisant en cours de route qu'il était aussi un médecin nommé Destouches, choisissant alors de transformer, de postuler que ce mal, cette nuit du mal, pourrait n'être qu'une provisoire maladie, à condition que l'on isole le juste virus, qu'on y applique le juste remède et que l'on transforme la politique en clinique. Cette transformation de la politique en clinique, cette volonté de guérir généralisée, cette volonté de pureté dont elle a pris souvent la forme, c'est, me semble-t-il, le cœur battant de ces entreprises ruineuses et mortifères qui ont dévasté le XXe siècle et dont je ne suis pas sûr du tout qu'elles ne menacent pas encore le XXIe siècle. Donc je crois, il me semble plus urgent que jamais, si l'on veut vraiment tirer les leçons
de ce terrible XXe siècle, de ce sombre XXe siècle, je crois qu'il faut plus que jamais s'en tenir à l'idée que du réel, de ce reste, de ce résidu, de ce trognon, de cet impossible, de cet innommable qu'est le réel, il faut se garder de prétendre produire une science et de prétendre y assurer sa prise. Et je crois véritablement que tout l'effort des intellectuels qui ont un peu compté en Europe depuis 30 ans est allé dans ce sens. Rester fidèle à la leçon du docteur Lacan, indiquant que la différence entre la réalité et le réel, c'est que de la première, il y a science, et que de la deuxième, il n'y en a pas. Alors, bien sûr, le docteur Lacan ne se contente pas de dire cela. Il dit, certes, que du réel, il n'y a pas de prise, parce qu'il est vide ou plein, peu importe, parce qu'il est res ou rien, c'est équivalent, parce qu'il est sans fissure et sans faille, parce qu'il n'y a pas de faille où puisse s'assurer la prise. En tout cas, il n'y a pas de prise. Mais il dit aussi, et aussitôt, et dans les mêmes textes, et notamment dans le même passage de radiophonie, que dire que du réel, il n'y a pas de prise et qu'il est heureux qu'il n'y ait pas de prise possible, ça ne veut pas dire que le réel soit pour autant inconnaissable. Cette distinction, me semble-t-il, et là encore vous le savez certainement mieux que moi, est essentielle à l'enseignement du docteur Lacan. Le réel, sans prise, n'est pas pour autant inconnaissable. Le lacanisme n'est pas un platonisme, mais ce n'est pas non plus un kantisme. Cela est dit et redit à longueur d'écrit. Ce n'est pas un platonisme. Ça veut dire que le réel n'est pas une essence qu'il s'agirait de retrouver en écartant le rideau des apparences. Mais ce n'est pas non plus un kantisme. Ça veut dire que le réel n'est pas pour autant un noumen, que le voile des phénomènes interdirait à jamais d'atteindre. Et Lacan dit, je crois très explicitement, que renvoyer le réel à l'inconnaissable serait au fond l'erreur symétrique, c'est-à-dire identique, à celle qu'il dépeindrait comme connaissable et sujet d'une possible prise. Connaissable, inconnaissable, c'est la même topique, c'est la même problématique, c'est l'avers et le revers de la même erreur. Et quand Lacan dit que le réel est sans prise, ça veut dire, ou que nous n'avons pas de prise sur cet opaque ou ce déchet du réel, cela veut dire qu'il est littéralement, qu'il se tient par-delà le connaissable ou l'inconnaissable. Lacan n'est pas kantien. Lacan n'est pas wittgensteinien non plus. Jamais, y compris dans son débat silencieux, plus ou moins silencieux avec Wittgenstein, ne vient l'idée que le réel, faudrait le taire, et que sous prétexte qu'on n'y a pas prise, il faudrait demeurer face à lui dans un silence blanc et neutre. Lacan ne dit pas cela. Il dit quoi? Il dit, et c'est donc la deuxième proposition qui m'a suivi toute ma vie, qui m'a semblé si essentielle et à laquelle j'ai puisé l'énergie d'écrire quelques autres de mes livres, il dit qu'il peut arriver au réel de se donner à voir, d'entrer en contact avec le sujet parlant par un mode autre que celui du connaître.
Par quel mode? Jacques Lacan le dit de diverses manières. Ce contact non connaissant entre le sujet parlant et le réel a plusieurs noms. C'est la cognée. Le réel, c'est quand on se cogne, dit quelque part Lacan. Le réel, c'est la butée. Le réel, c'est ce résidu de la formalisation. Il arrive à Lacan de dire que le réel, c'est le pathème, ce qui reste au bord du mathème, et que le mathème ne dit pas tout entier, qui ne se transmettra pas dans le logiciel de la science. Donc il y a diverses manières pour le réel de se dire, pour le réel d'apparaître à la conscience ou d'apparaître au bord de la langue du sujet, qui ne ressortissent pas au sens, qui ne ressortissent pas à la science, qui restent fidèles à cette fidélité à l'absence, trait d'union sens, dont Lacan disait que c'était le socle sur lequel il fallait se tenir. Il y a diverses façons pour le réel de se dire, la cognée, la butée, le pathème, la tuquée, le hasard, au sens d'Aristote, au sens où plus exactement, dans un texte des Écrits, Lacan explique qu'Aristote l'oppose à l'autre hasard, le hasard de l'automatisme. Donc la tuquée, le hasard de quand ça cogne et de quand ça cloche. Bref, diverses manières pour le réel de surgir, de s'imposer, de faire effraction, diverses manières pour le réel de venir aux prises avec le sujet, mais d'une prise inversée, non plus la prise du sujet sur le réel, mais peut-être du réel sur le sujet. Et je crois que c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne, et c'est ce qui se passe parfois dans l'ordre de la pensée, ces moments où loin que le sujet, l'intellectuel, vienne harponner le réel, où c'est le réel qui vient au contraire l'éperonner, et qui vient, comme le dit Lacan dans un commentaire très précoce des travaux d'Hippolyte, du commentaire d'Hippolyte sur la phénoménologie de l'esprit, ces moments où le réel vient submerger le sujet. Dans la vie d'un intellectuel, ce sont évidemment des moments extraordinairement précieux et des moments extraordinairement importants qui décident de gestes théoriques ou de gestes politiques. Puisque vous m'avez invité à livrer mon témoignage, je vous ai dit tout à l'heure comment quelques-uns de mes textes philosophiques s'étaient tenus au plus près de cette idée lacanienne que le réel est ce qui n'a pas de sens, que le réel est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, autre logion lacanien, le réel c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. J'ai certainement écrit tous mes premiers livres à l'ombre de cette sentence, mais j'en ai écrit d'autres sûrement à l'ombre de cette intuition freudienne, c'est-à-dire lacanienne, selon laquelle il arrive au réel de faire irruption, il arrive au réel de faire trouer, il arrive au réel de faire événement, il arrive au réel d'avoir prise sur le sujet qui n'avait pas prise sur lui. Dans mon cas, j'ai vérifié cela, je l'ai vécu et je l'ai écrit dans des circonstances diverses, dans l'ordre de l'expérience esthétique, dans l'ordre de l'expérience spirituelle et dans l'ordre du rapport à la chose. Dans l'ordre de l'expérience esthétique, j'ai écrit quelques
texte sur ça, j'ai toujours pensé, c'est mon point de vue sur la question, que dans le rapport à l'œuvre d'art, dans le rapport au tableau, c'est moins l'amateur qui regarde le tableau ou le collectionneur qui contemple ses chefs-d'œuvre que le tableau qui regarde le collectionneur. Je crois très profondément qu'il y a dans le réel du tableau, dans ce réel qu'est l'art, quelque chose qui vient interpeller, qui vient foyer, qui vient provoquer, qui vient interpeller le sujet. J'ai écrit un livre récemment sur tout ça et j'ai vécu une expérience que je livre à ceux d'entre vous qui s'intéressent à la clinique de ce type de symptômes. Je crois si fort, je crois si juste de dire que dans la relation entre le sujet et l'œuvre, c'est l'œuvre qui regarde le sujet autant que l'inverse, qu'il m'est arrivé cette aventure très étrange et ce symptôme tout à fait singulier, qu'après 2 années passées à faire le commissaire, comme on dit, pour une exposition de peinture, après 2 années par conséquent à vivre le rapport, cette relation au réel du tableau, non pas dans l'intermittence qui m'avait toujours paru toute ma vie de bonne diététique, mais dans un rapport incessant, à jour et à jet continu. J'ai passé 2 ans à ne faire que ça, à me faire regarder par des tableaux quasiment jour et nuit, qu'il m'est arrivé ce symptôme dont la clinique s'est emparée, qui est, je crois, assez rare, et qui fait qu'au bout de l'expérience, la commission s'est opérée, l'exposition a eu lieu, mais le face-à-face avec les tableaux, avec ce réel-là, m'a littéralement brûlé les yeux. La clinique a réglé le problème, je rassure ceux qui pourraient s'en inquiéter. Dans l'ordre spirituel, dans l'ordre du rapport à Dieu, j'ai écrit des livres, j'ai engagé une interlocution avec un personnage, un homme qui fut très important dans ma vie et qui s'appelait Béni Lévy, à l'ombre de cette idée-là, à l'ombre de cette idée que l'idée de Dieu n'est pas quelque chose dont on puisse s'emparer, n'est pas quelque chose sur quoi il faudrait avoir prise, que l'idée de Dieu est une idée intermittente, c'est une idée qui fait signe vers un ciel, pour moi, vide, et qui parfois, de temps en temps, dans la trouée, vient se manifester. J'appartiens, je me réfère, je me souviens d'une tradition de l'esprit et d'une tradition de la pensée qui croit à cette intermittence de la parole, qui croit que Dieu ne parle pas tout le temps, qui croit que Dieu parle par instant et que ces moments-là sont évidemment les plus bouleversants et ce dont la parole du sujet a à faire son miel. Et puis, le rapport à la chose. Je crois, je pense, comme une certaine tradition de la phénoménologie, que ce qui est vraiment transcendant, c'est pas le sujet, c'est la chose. Je crois que c'est la chose qui surplombe. Je crois que c'est la chose qui nous regarde de haut. Et il y a eu, dans mon aventure intellectuelle, des moments où la chose m'a investi, où la chose m'a requis, où la chose m'a abordé au sens de l'abordage par un navire corsaire. Par exemple, le jour où, dans le bureau
du président d'Afghanistan, Hamid Karzai, j'ai appris la mort d'un personnage dont je ne savais rien, dont personne ne savait quasi rien, qui s'appelait Daniel Pearl, et le jour où j'ai décidé de consacrer un morceau de ma vie à comprendre ce qui s'était passé, pourquoi et de quoi il était mort. Ce jour-là, une espèce de réquisition muette, comme dans d'autres épisodes de mes engagements. Je pense à la guerre de Libye, même chose au fond. Franchissement d'une frontière, entrée dans une terra incognita, un réel obscur, opaque, sans prise et sans fissure, mais c'est lui qui soudain avait prise sur moi, comme encore lorsque beaucoup plus tôt, je décidais de passer outre les grands récits nationaux de l'histoire de France pour aller regarder de l'autre côté du miroir, du côté de l'idéologie française. Bref, aux prises avec le réel, il me semble que cela veut dire, en tout cas pour moi, puisque c'est là-dessus que vous m'avez interrogé, aux prises avec le réel, cela veut dire la prise du réel sur le sujet. Cela veut dire ces moments énigmatiques, ces moments de surgissement où le réel s'empare de vous, vous requiert et ne vous laisse plus en repos. C'est en tout cas cette expérience que j'ai eu souvent à traverser. Un intellectuel engagé, je crois que c'est ça. C'est un intellectuel qui laisse le réel avoir prise sur lui. Pas un intellectuel qui tente cette prise galiléenne ou hyper-galiléenne sur le réel, mais l'inverse. Et c'est ainsi, c'est à partir de cette prise inversée que je pense avoir écrit, pour paraphraser un très grand écrivain qui intéressait Jacques Lacan, Raymond Roussel, certains de mes livres. Alors après, troisième et dernière remarque, un intellectuel, c'est évidemment pas seulement quelqu'un qui se laisse submerger par le réel. C'est évidemment pas un sujet qui cède à une épiphanie tragique. C'est pas juste quelqu'un qui se laisse appréhender par ce réel rebelle sans chiffre et sans nom. Car à partir de cet instant, à partir de ce moment où le réel se donne à voir dans un mode qui n'est pas celui du connaître, mais celui de la cogner, de la buter, de la trouer, reste la question, la dernière question, de savoir si l'intellectuel, l'écrivain, s'il s'y dérobe ou s'il y consent, s'il esquive cette prise du réel ou s'il s'y mesure, ou plus exactement, s'il s'y démesure. Et je crois que lorsqu'un écrivain consent à se mesurer ou à se démesurer au réel, ça porte un nom que vous avez évoqué, professeur Briol, ça porte un nom chez vous, ça s'appelle un acte. Qu'est-ce que c'est qu'un acte ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte qui ne soit pas un acte manqué ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte qui ne soit pas non plus cet acte parfait qu'était pour Lacan le suicide ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte qui ne soit pas non plus cet acte presque parfait qu'était pour Lacan la dissolution tyrannique et anarchiste à la fois? Qu'est-ce que c'est qu'un acte qui ne soit rien de tout ça, ces actes limites-là? Qu'est-ce que c'est qu'un acte qui ne soit pas l'acte limite de la mort propre, de la dissolution en particulier de l'institution,
ou de l'acte manqué. Je crois qu'un acte, c'est la soumission, c'est l'acceptation de cette prise du réel, c'est la découverte du fait qu'on ne peut pas s'y dérober, que, comme disait Kierkegaard dans un texte commenté dans un très ancien écrit de Lacan, qu'on n'a pas le choix, ou plus exactement qu'il n'y a plus qu'un choix, c'est de se laisser porter par cette submersion. Un acte, c'est donc cette soumission, c'est cette soumission active, et c'est à partir de cette soumission l'idée d'aller dans ce trou de réel, mettre la main, ou plus exactement, puisqu'il n'y a d'acte que du dire, d'aller y mettre ses mots, d'aller y mettre sa langue. Un acte, vous le savez, le docteur Lacan l'a dit là encore en propres termes, c'est ce franchissement du Rubicon au moment où l'on n'a plus le choix, où on ne peut plus que ne surtout plus céder sur son désir, et où on se livre à la fois à un risque et à une chance. Le risque de se retrouver au bout de cet acte, autre que l'on était, différent de soi, métamorphosé par la poétique même de l'acte, et puis une chance, la chance de toucher au déchet, de toucher à l'impossible, de toucher à l'innommable du réel. C'est ça, et non seulement d'y toucher, mais comme dit Jacques Lacan dans le texte de Radiophonie que j'évoquais en commençant, non seulement d'y toucher, mais de le démontrer. De le démontrer. Et qu'est-ce que veut dire Lacan quand il dit démontrer le réel? J'ai vécu un moment, une histoire qui me semble répondre un peu, en tout cas pour mon propre compte et dans ma propre vie, à cette question-là. J'ai écrit ce livre sur Daniel Pearl dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai écrit des tas de textes politiques sur tout un tas de sujets. Et puis un jour, il y a 13 ou 14 ans, Jean-Marie Colombani et Edwy Plenel, respectivement directeur du Monde et directeur de la rédaction du Monde, sont venus me trouver et m'ont proposé, très généreusement, de contribuer à retrouver un peu, modestement, de la grande inspiration du reportage littéraire. Les écrivains au contact du réel. C'était en 2000, je crois. Je leur ai répondu ce jour-là, pourquoi pas, mais à une condition. C'est en tout cas la condition qui pour moi s'imposait, c'est à condition d'aller au contact de situations, de guerres, dont il se trouve que, pour des raisons X ou Y, les grands journalistes de votre équipe, les journalistes professionnels du Monde et d'ailleurs, ne sont pas allés depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Accord fut conclu et nous trouvâmes 5 guerres oubliées auxquelles, à la prise desquelles, prise des guerres, de ces situations de guerre sur moi, j'ai voué les 12 mois qui suivirent de ma vie. Qu'est-ce que c'était que ces guerres oubliées? C'était des guerres qui, au fond, ne s'inscrivaient alors, et d'ailleurs toujours, pour celles d'entre elles qui continuent, et que certains ici connaissent bien, ce sont des guerres qui ne s'inscrivaient alors
ni au registre du symbolique, ni au registre de l'imaginaire, ni au registre du réel. C'est des guerres dont il n'y avait pas d'image, pas de télévision, pas de photos. C'est des guerres qui faisaient des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts, mais dont on n'avait pas le nombre exact dans ces proportions-là. Donc, des guerres non chiffrées, des guerres qui, d'une certaine manière, et pour cette raison aussi, ne s'inscrivaient pas davantage au registre du symbolique. Et puis, c'était des guerres qui étaient comme des tas de misère, comme de la misère en tas, de la misère sans nombre, de la misère sans nom, de la misère sans visage, de la misère rien, de la misère nihiliste, de la misère qui était comme un trou de réel au bord des consciences occidentales. Les 5 guerres que nous avions choisies avec la direction du monde, c'était la guerre d'Angola, la guerre du Burundi, la guerre au Sud-Soudan dans les monts Nouba, la guerre des Tigres noirs contre l'armée sri-lankaise, et puis la guerre des paramilitaires fascistes et des fascistes de gauche des FARC dans la Colombie de l'époque. Et là, en effet, j'ai tenté, je ne crois pas l'avoir réussi bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'acte réussi, mais j'ai tenté un acte. Et cet acte que j'ai tenté, il a consisté, et c'était vraiment le cahier des charges, la feuille de route que je m'étais donnée et que le journal dont je vous parle m'avait donné. J'ai tenté de retrouver des visages. J'ai tenté de retrouver des nombres fiables ou qui aient un sens. Et j'ai tenté d'aller au-delà de ce tas indistinct, de ces noms et de ces nombres indistincts, pour paraphraser mon ami Jean-Claude Milner, qui était la facticité de ces guerres-là. Et j'en avais tiré donc une série de textes, une série d'articles parus dans le journal en question, parus dans d'autres journaux, qui donnèrent ensuite lieu à un livre, et où j'avais eu véritablement le sentiment, non pas d'avoir fait du journalisme, et en effet j'étais beaucoup moins bon journaliste que la plupart de ceux que j'admire infiniment et qui font ce métier, mais de me laisser submerger, mais d'accompagner cette submersion en allant au bout de l'acte qu'elle me proposait par ces situations-là. Pour moi, c'est dans ce moment-là de ma vie, de mon travail, j'ai eu le sentiment qui advient rarement avec cette force et cette intensité dans la vie d'un écrivain, de toucher au réel, et d'y toucher non pas parce que je le découvrais, parce que je le désenfouissais, mais parce que, et c'est en cela que c'était peut-être un acte, et c'est ça que je voulais dire lorsque je disais à Anaël Leibovitch que j'ai tenté souvent, et je pensais en particulier à ce moment-là, de me désengluer et de réduire un peu de la glu du monde, mais un réel que j'ai tenté de produire. Pas de montrer, mais de démontrer, comme disait là encore le docteur Lacan. Voilà pour moi ce que c'est qu'être aux prises avec le réel. Voilà ce que c'est que de se laisser éperonner par le réel et au bout de ce coup d'éperon, d'aller en effet au contact de cette production du réel. Voilà au plus près, au plus probe, au plus honnête,
le témoignage que je peux vous apporter, témoignage d'un écrivain, témoignage d'un intellectuel, mais témoignage aussi et peut-être surtout de quelqu'un qui, depuis toujours, depuis maintenant presque un demi-siècle, a considéré le docteur Jacques Lacan comme un extraordinaire pouce à vivre, pouce à penser et au fond, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit dans cette prise avec le réel, pouce à jouir. Je vous remercie. Voilà, ce sont les remerciements que l'on peut vous dire de cette plus belle façon pour, en effet, cet engagement dans une vie d'homme. Et ce que vous nous avez offert, c'est une véritable transmission. Et à ça, nous sommes très sensibles. Et nous allons vous applaudir encore. Merci.